une vie culturelle, oui, assez intense, qui est assez extraordinaire, qui était une façon, comme disait Serge Klarsfeld, de ne pas devenir fou. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une rafle qui a eu lieu en décembre 41, donc en pleine occupation. C'était la troisième rafle de juifs à Paris, mais c'était 6 mois avant la rafle du Veldiv, qui elle est devenue très emblématique. Et dans cette rafle ont été arrêtés 743 juifs français, auxquels on a ajouté 300 juifs étrangers qui étaient déjà retenus à Drancy parce que la Gestapo voulait arriver au chiffre 1000. Mon grand-père paternel s'est trouvé dans cette rafle, mais mon grand-père n'est là que comme une illustration d'un récit collectif. Au fond, c'est une histoire collective que j'ai voulu raconter et pas une histoire personnelle. J'ai très peu d'éléments sur mon grand-père et il passe un peu comme une ombre dans ce récit. Disons que les figures emblématiques de cette rafle, c'était le frère de Léon Blum, qui était directeur de théâtre et de ballet, le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, un très célèbre avocat, Pierre Masse, qui était un ténor du barreau, qui avait été au cabinet de Clémenceau, qui était même sénateur là pendant ce temps-là. Il y avait des officiers français qui avaient combattu, il y avait des dentistes, des pharmaciens, des chefs d'entreprise, des ingénieurs. Disons que c'était une population plutôt bourgeoise qui était faite pour... c'était des représailles que les Allemands voulaient faire et pour une fois, ils n'ont pas voulu fusiller, ils ont voulu réunir en vue de les déporter. Au début seulement, parce qu'après, ils avaient plus assez de force pour sortir de leur baraquement le soir. Au début, il y a eu, disons, puisque c'était au mois de décembre et que ça a duré jusqu'en mars, disons jusqu'à fin janvier, une vie culturelle, oui, assez intense, qui est assez extraordinaire, qui était une façon, comme disait Serge Klarsfeld, de ne pas devenir fou. Et donc d'essayer à la fois de s'entretenir l'esprit, de continuer à phosphorer et en même temps de distraire les camarades. C'était tous les soirs une conférence sur leur spécialité. Des avocats racontaient des grands procès d'assises. Le fils de Tristan Bernard racontait le théâtre selon Alfred de Vigny. René Blum, le frère de Léon Blum, dont on a su après qu'il avait été jeté vivant dans un four crématoire à son arrivée à Auschwitz. Lui parlait de la poésie française. Il y avait des scientifiques qui faisaient des cours sur l'ingénierie ou l'électricité, etc. Et donc chacun essayait dans sa partie d'essayer d'intéresser ses camarades et ça leur faisait passer une heure de distraction avant que l'épouvante ne les reprenne. Cette micro-société française, au fond, a recréé. Ils avaient fait des études supérieures, ils avaient une culture qu'ils ont voulu essayer d'entretenir et de partager. C'est ça qui a fait un peu la singularité. Mais encore une fois, dans les camps de la mort, ils étaient à la fois trop faibles, soumis à la mort tous les jours, et je pense qu'ils n'avaient pas le loisir à Auschwitz de faire beaucoup de conférences.
quand on est dans la solitude ou dans ce qui a été un peu le confinement, eh ben on a vu, les gens ont lu, ils ont écouté de la musique, ils se sont partagés des vidéos. Vous avez vu tous ces musiciens qui tous les jours, moi je suivais Renaud Capuçon, son frère Gauthier Capuçon, qui tous les jours faisaient un mini concert sur Internet et sur Twitter ou sur Instagram. C'était les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris, les danseurs qui ont fait la même chose, des gens qui sur leur balcon chantaient, dansaient, s'exprimaient. Enfin, c'est une façon au fond, à la fois de dire voilà, on tient le coup et en même temps on se raccroche. On n'avait pas grand-chose à quoi se raccrocher, à part aller faire les courses au supermarché avec un masque de temps en temps et le moins possible. Donc oui, c'est un refuge, la culture, quelquefois, et c'est un partage. Je crois que de tout temps, ça a été ça. Et la petite comparaison que je ferais, j'ai été atrocement choquée par les messages de certaines personnes habitant des immeubles dans lesquels il y avait des infirmières ou des soignants qui travaillaient dans les hôpitaux et qui leur ont demandé, en mettant sur leur voiture ou sur leur porte, les priant de déménager. Et ça, j'ai trouvé ça monstrueux. Et au fond, je me suis dit, c'est un réflexe de délation, comme il en existe toujours dans n'importe quelle période un peu dure. Alors, rien n'est comparable à rien, mais ça révèle bien comment il y a la part la plus belle des réactions humaines et puis la part la plus noire.